Les amis, bonjour, bonjour, soyez les bienvenus au petit déjeuner de Devenir pour agir. J'espère que vous avez passé une agréable semaine. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Madame Christiane Lambert. Christiane Lambert, bonjour, bonjour. Bonjour. Soyez la bienvenue au petit déjeuner de Devenir pour agir et merci de me recevoir. Merci de me recevoir, d'autant plus que les amis, nous sommes en compagnie de Madame Christiane Lambert à l'occasion du Salon de l'Agriculture qui se tient actuellement porte de Versailles. Madame Christiane Lambert est depuis 2017 la présidente de la FNSE, la Fédération internationale des syndicats... Nationale, pardon. C'est vrai. Nationale d'exploitants agricoles, des syndicats d'exploitants agricoles. Et vous êtes aussi depuis 2020 présidente du COPA, le syndicat européen. Magnifique. Donc une grande femme dans l'agriculture, une grande femme leader syndicaliste. Alors, Christiane Lambert, je voudrais simplement commencer par une citation d'Oprah Winfrey qui se présentait de la manière suivante, je la cite: « Je suis une femme en processus. J'essaie juste comme tout le monde, j'essaie de prendre chaque conflit, chaque expérience et d'en tirer des leçons. La vie n'est jamais ennuyeuse. » Et vous, Christiane Lambert, qui êtes-vous? J'adore cette formule parce que je suis moi-même d'un tempérament optimiste, ayant été élevée dans une famille où l'enthousiasme prévalait, même lorsqu'il y avait des difficultés. Je suis née dans une famille d'agriculteurs. Mes parents étaient agriculteurs. Mon papa travaillait à l'extérieur parce que la ferme était petite et ça a aidé à faire bouillir la marmite et à développer l'exploitation. Et j'ai donc suivi beaucoup ma maman dans son travail d'agricultrice et j'étais très attachée à elle. Donc mon enfance, ça a été auprès des animaux, les vaches, les cochons, les chiens, les chats, dont j'étais très proche. Et c'est certainement ce qui a développé mon attrait pour l'élevage et l'envie d'être agricultrice comme maman. C'est comme ça que je l'ai dit quand je suis rentrée à l'école d'agriculture en ayant fait le choix d'une formation agricole. Ma maman me dit souvent que j'ai décidé d'être agricultrice, enfin je l'ai exprimé à l'âge de 8 ans, en trayant les vaches avec elle, une belle vache qui s'appelait Gitane, qui était toute noire. Et ça a été vraiment un peu le cri du cœur en quelque sorte. Je n'envisageais pas un autre métier que agricultrice. Donc, mes parents m'ont toujours encouragée, ne m'ont jamais découragée, contrairement à certains professeurs ou certains environnements, amis, voisinage. Donc ça a été plutôt une volonté confirmée, études agricoles, choix de devenir agricultrice dans une ferme voisine de celle de mes parents dans le Cantal, à 19 ans. Ça a été difficile de convaincre le banquier, mais le fait d'avoir mes parents à côté était rassurant pour eux. Et j'ai donc pu comme ça commencer l'aventure. J'aime beaucoup votre réponse parce que ma question est la suivante, Christiane Lambert, est-ce devenir agricultrice, on va reparler de tout cela, mais est-ce un métier ou une vocation pour vous? Il faut les deux. Il faut la passion, il faut vraiment la passion chevillée au corps parce que c'est un métier très prenant. C'est un métier, c'est pas un mode de vie. C'est un métier parce que c'est une entreprise économique où il faut assurer l'équilibre des comptes, gagner de l'argent, avoir une activité qui est profitable, avoir des projets, l'inscrire dans la durée, parce que nos investissements sont des investissements sur du temps long. On sème nos cultures une fois par an. Quand on a un élevage, il faut du temps pour développer un troupeau. Donc c'est vrai qu'on a une relation au temps qui s'inscrit forcément dans la durée. Ça veut dire aussi qu'on accepte de ne pas avoir des résultats tout de suite. On a une certaine progressivité dans l'évolution et dans l'amélioration de notre situation. Donc il faut avoir la passion chevillée au corps, parce que c'est aussi des moments difficiles, lorsqu'il y a le climat qui se met en travers ou des résultats économiques difficiles. Mais c'est un métier à part entière, parce qu'il est très professionnel. Les techniques ont évolué. Moi, j'ai eu la chance de faire des études agricoles 2 ans après le bac. Je mesure tous les jours la chance qui est la mienne d'avoir des parents qui m'ont poussé à faire ces études jusque-là, qui ne m'ont pas attiré trop vite vers l'exploitation, parce qu'il faut avoir des compétences agronomiques, zootechniques, auprès des animaux, avoir des compétences de gestion. De plus en plus, il faut avoir aussi des qualités de négociateur, de gestionnaire aussi, y compris de ressources humaines, travailler à plusieurs, employer des gens. Et c'est finalement une polycompétence que l'on développe au fur et à mesure, mais indéniablement, c'est un métier qui, par sa diversité de situations, est extrêmement agréable. Il n'y a pas 2 jours qui se ressemblent. Et pour revenir à la formule que vous avez citée, il y a des diversités de situations qui nous appellent à apprendre
la patience, l'abnégation. Quand la plus belle des récoltes, la plus prometteuse, est détruite la nuit par un orage de grêle, on pleure derrière la fenêtre, on regarde, mais il faut quand même aller le lendemain, constater et repartir et penser à la saison d'après. Lorsqu'il y a une mise bas qui se passe mal, et c'est extrêmement décevant, c'est un sentiment d'échec en quelque sorte, mais il faut penser à rebondir. Et les agriculteurs, même après une mauvaise récolte, ils décident de semer encore et encore et encore. Donc c'est un métier de renouvellement permanent, d'actes qui montrent aussi que l'attachement, on le vit au quotidien et qu'on l'entretient. Vous aimez la terre, vous aimez l'agriculture, mais quelle définition première, n'est-ce pas, donnez-vous de l'agriculture? L'agriculture, c'est un métier où on travaille avec le vivant, la terre, les végétaux, les animaux, et avec tous les aléas du vivant. C'est un métier noble parce que c'est le métier de la production d'alimentation. C'est un métier fragile parce qu'il est soumis aux aléas du climat. Nos entreprises n'ont pas de toit. Toutes nos cultures sont exposées au climat. Et le climat peut être le meilleur ami ou le pire ennemi de l'agriculteur. Le meilleur allié, quand tout va bien, que la saison se passe bien, c'est un plaisir de voir la nature se réveiller au printemps, l'herbe qui pousse, les blés qui poussent puis qui mûrissent, le maïs qui grandit, les raisins qui mûrissent, les animaux aussi. Mais le sentiment de... La peur de l'échec est permanente aussi. Comme il y a cette fragilité, c'est ancré au cœur des agriculteurs, au cœur et au corps, de se dire attention, je ne me réjouis pas trop vite parce que ça peut tomber d'un instant à l'autre. Et puis il peut y avoir aussi d'autres éléments comme l'effondrement des cours qui fait que même si on a bien travaillé, au moment de vendre, quand les prix ne sont pas au rendez-vous, on travaille à perte et on n'a pas de revenus. Donc c'est un espèce de sentiment d'un agriculteur qui s'enthousiasme chaque jour, mais il y a quand même la crainte que finalement au bout du compte, pour des raisons qui lui échappent, ça peut ne pas marcher. Actuellement, en tout cas, il y a pas mal de jeunes, puisque Devenir pour agir, c'est destiné à la jeunesse, qui voudraient devenir agriculteurs, qui voudraient devenir agricultrices. Cependant, je dirais, je suis un peu leur porte-parole, en discutant avec eux, ils ont peur de s'engager. L'engagement dans l'agriculture, que leur conseillez-vous? Et pourquoi s'engager finalement en tant qu'agriculteur? Parce que dans les années qui arrivent, il va y avoir, il me semble, un taux assez exponentiel d'agriculteurs qui vont partir à la retraite. Vous faites le bon constat, 40% des agriculteurs vont arriver à l'âge de la retraite dans les 10 ans qui viennent. Donc on a un besoin très important de renouveler les générations agricoles, d'attirer de nouveaux jeunes. Dieu merci, il y a plus de jeunes qu'auparavant qui s'intéressent à l'agriculture. Métier du vivant, métier de sens, métier où on est son propre patron, métier où on peut choisir son temps, se réaliser. Par contre, c'est un métier, c'est pas seulement une passion ou un mode de vie. Donc il faut avoir un projet économique et un projet de vie. D'abord un projet économique pour aller convaincre son banquier de prêter un peu d'argent pour commencer, beaucoup d'argent pour commencer. Donc il faut avoir une formation, une connaissance pour être à même de diriger son exploitation, à même de négocier avec son banquier, d'autres interlocuteurs, quand on achète du matériel, des équipements, des animaux, ou quand on vend, c'est bien. La formation est quelque chose d'essentiel qui donne de l'assurance et qui enlève une partie de la peur de se tromper. Donc pour les jeunes, avoir envie et oser, se former, aller vers les structures existantes pour essayer de s'intégrer aussi dans le milieu agricole. Il y a les jeunes agriculteurs qui sont déjà la première porte d'entrée souvent, il y a les champs d'agriculture qui sont les structures de conseil, les centres de gestion, les coopératives qui peuvent accompagner. Partir seul, il faut être super sécure soi-même. C'est un métier vraiment où le collectif joue beaucoup. On a aussi des coopératives d'utilisation de matériel agricole en commun. Il faut aussi trouver du foncier. Ça veut dire qu'il y a des instances aujourd'hui qui vous disent quelle ferme est disponible et où, des répertoires départ-installation. On recense les agriculteurs qui cèdent leur ferme et on cherche des jeunes repreneurs. Donc ça, c'est très précieux, ça existe dans chaque département. Et puis, l'envie, parfois, c'est quelque chose qui est difficile à expliquer. Les gens qui ont vraiment envie, ils surmontent les obstacles. Par contre, ne pas minimiser quand même la notion de temps long, de projet économique, de calcul du temps passé, parce qu'on peut être très vite débordé, avoir trop de travail et perdre le moral. Donc c'est un équilibre et un dosage, mais qui correspond à chacun. Il y a des gens qui mangent 2 tartines le matin et des gens qui mangent 4 tartines le matin. On n'a pas tous les mêmes aspirations, mais c'est aussi un métier où chacun peut évoluer à son rythme et faire ses choix de production, de mode de commercialisation et d'organisation du travail aussi. Oui, mais alors comment expliquez-vous, en préparant cette interview, je suis allé voir quelques chiffres,
Et j'ai quand même été assez surpris, et c'est malheureusement triste d'en parler, mais du taux de suicide des agriculteurs actuellement. Comment expliquez-vous cette catastrophe? Ça, c'est quelque chose qui est très difficile. Nous l'avons pris à bras-le-corps parce qu'on a mis en place un gros travail de prévention des suicides avec des personnes qu'on a formées qui sont des sentinelles et qui justement essayent d'accompagner, de détecter les signes de mal-être, parce que ça commence par du mal-être exprimé ou pas, parfois ça se voit, ça se voit pas. Donc nous on a un réseau d'agriculteurs ou d'autres assistantes sociales, etc. qui aident. Il faut regarder de plus près qui sont-ils? Plutôt des hommes, plutôt éleveurs, plutôt entre 55 et 65 ans. C'est l'âge où on arrive à la fin de sa carrière professionnelle, où on a un repreneur ou pas, et donc où on a un sentiment parfois de mal-être parce que tout le travail investi dans l'exploitation ne va pas avoir de suite, ne va pas être repris. Il y a aussi un moment où des agriculteurs qui ont le travail chevillé au corps, puisque pour beaucoup d'entre eux, ils ont été élevés au travail. C'est mon cas, j'ai mes vacances avec mes parents. Le travail est un lieu où on se réalise. Et arriver vers une période où il n'y aura plus le travail, c'est une perte de repère pour beaucoup d'agriculteurs qui arrivent à cet âge-là. Bon, il y a parfois aussi des éléments économiques, un sentiment de solitude, d'incompréhension. Donc c'est un cocktail d'éléments qui peuvent influencer certaines personnes. Puis il y a aussi parfois le regard des autres qui peut être pesant sur certaines situations. Quand un agriculteur laisse un peu aller parce qu'il est fatigué, qu'il fait moins bien son travail, ça se voit. C'est-à-dire que ses champs sont moins bien entretenus, son troupeau peut en souffrir. Et il sent psychologiquement que le regard des autres pèse sur lui. Donc ça appelle aussi l'environnement, le premier voisinage, à être bienveillant, à ne pas porter de jugement et à peut-être plus être sensible à l'écoute, déployer toutes les antennes pour écouter davantage. Dieu merci, dans la génération des moins de 35 ans, c'est là où il y a le moins de suicides, tant mieux. Donc il faut aussi qu'on soit très actifs sur ce sujet-là, nous le sommes, et on travaille avec les chambres d'agriculture, les caisses de mutualité agricole, les coopératives et tous les syndicats agricoles pour essayer de trouver des solutions et éviter le pire. Parce que un suicide, c'est un drame. Oui, on est tous le fils ou la fille de quelqu'un, le frère ou la sœur, l'époux ou l'épouse, voire le père ou la mère. On a aussi un réseau familial et rien ne vaut la vie. C'est-à-dire que même si on a des difficultés professionnelles, qu'est-ce que c'est à côté du vide que ça laisse dans une famille ensuite? Et c'est la raison pour laquelle aussi, il faut qu'on arrive à dédramatiser l'échec en agriculture. Oui, en France d'ailleurs, pour les entreprises, mais en agriculture, l'échec est souvent critiqué, mal perçu, mal vécu. Donc dédramatiser l'échec, c'est dire il a échoué, mais peut-être ce sont des raisons externes qui ont fait qu'il a échoué. Il n'a pas de responsabilité dans son échec. Et ça allégerait beaucoup le poids, la charge mentale qui pèse sur les agriculteurs. Et puis, ce qui joue aussi, c'est qu'on est un métier où il est demandé beaucoup aux agriculteurs. Il faut continuer à produire l'alimentation. Les prix sont souvent tirés vers le bas parce que dans un pays où malheureusement les modes de distribution font que ce sont les prix bas qui attirent les clients. Il y a de plus en plus de règles environnementales qui sont contrôlées, parfois de façon drastique, et les contrôles administratifs s'accommodent assez mal de la nature qui est facilitatrice ou qui ne l'est pas. Et la peur du contrôle, et ce sont des peurs accumulées qui peuvent conduire à des situations de détresse. Je trouve très, très intéressant, Christiane, vos réponses. Je rebondis sur l'une d'entre elles. Sur l'économie. Là aussi, en préparant cette interview, je suis allé regarder un peu les chiffres des salaires de nos agriculteurs. Les salaires sont très, très bas, malheureusement. Je lisais un article hier soulignant que certains agriculteurs ne gagnaient que 600 € de salaire par mois. Christiane Lambert, comment sauver ces agriculteurs? Comment permettre à ces agriculteurs qui sont des amoureux de la terre d'avoir un salaire un peu plus décent à la hauteur de ce qu'ils font? Parce que finalement, c'est grâce à eux que nous sommes là. Bien sûr, alors c'est la production la plus noble, c'est la production d'alimentation. Oui, c'est ça. Mais comme dans un certain nombre de pays autres, c'est ceux qui font l'alimentation qui ont le plus de mal à en tirer un revenu. Alors en agriculture, pour les chefs d'exploitation, on parle plus de salaire que de revenus. Et c'est vrai qu'on a des niveaux de salaire qui sont très hétérogènes, c'est-à-dire d'une production à l'autre, c'est très hétérogène, et c'est très changeant. Ça peut être positif une année, puis négatif l'année suivante, soit parce qu'il y a eu du gel, de la sécheresse, soit parce qu'il y a eu un effondrement des cours, soit parce qu'un marché s'est fermé totalement, etc. Ou parce que le prix des engrais ou de l'énergie a flambé, c'est l'actualité maintenant depuis la guerre en Ukraine. Donc il y a plusieurs facteurs qui expliquent, c'est pour ça que c'est assez complexe. Par contre,
C'est vrai que dans certains secteurs d'activité, notamment dans des productions comme la production de viande bovine, la production ovine, il y a eu des revenus extrêmement bas qui ont découragé les agriculteurs, qui d'ailleurs conduisent aujourd'hui à avoir moins d'animaux, moins de cheptel, et une crainte de manquer de production. Après, il y a un autre élément qui entre en ligne de compte, c'est la perception que l'on a du revenu par rapport au temps passé. Quand on est éleveur, c'est une disponibilité 365 jours par an. On ne peut pas laisser les animaux seuls une seule journée. Soit on est là, soit on se fait remplacer. Pour se faire remplacer, il faut pouvoir, ça coûte. Et donc, cette astreinte à être en permanence auprès des animaux, qui fait des journées longues et une permanence de présence, fait qu'on a le sentiment qu'au regard du temps passé, le revenu n'est pas à la hauteur. Quand le revenu est bon, les agriculteurs ont bien sûr davantage le moral et acceptent ce temps passé supplémentaire. Mais quand les revenus ne sont pas au rendez-vous, c'est plus pesant. Mais je crois que ça touche tout un chacun. C'est pour les commerçants, les restaurateurs, un certain nombre d'autres personnes. Donc, pour attirer les jeunes vers nos métiers, parmi les facteurs d'attractivité, au-delà de la passion et de l'envie d'entreprendre, il y a indéniablement le niveau de revenus que l'on peut avoir de son activité. Alors, tout n'est pas de la responsabilité de l'agriculteur tout seul. Oui. Il y a quand même beaucoup de négociations que conduisent les syndicats pour avoir des meilleurs prix payés avec différentes lois, les lois alimentation, comme on les appelle en France, pour avoir moins de charges aussi, ce sont des éléments que nous négocions, pour avoir une fiscalité plus appropriée aussi. On peut mettre de l'argent de côté quand ça va bien, pour pouvoir le réutiliser quand ça va moins bien. Donc on travaille dans nos syndicats au quotidien pour essayer d'améliorer la situation, et les conditions de vie, de travail et de revenus, et les trois sont importants des agriculteurs. Christiane Lambert, vous avez une place particulière en tant que leader syndical. Vous êtes une femme dans un monde assez masculin. Les agriculteurs, c'est vrai que c'est un... Quelle est pour vous cette place que vous avez, non pas seulement comment vous considérez votre place, mais surtout que dites-vous aux jeunes femmes qui voudraient, en tant que femmes, devenir agricultrices dans ce monde masculin? Je leur dis, osez, allez-y, n'ayez aucun complexe. Et c'est à l'époque où j'ai fait mes études, nous étions 4 filles sur 50 étudiants en brevet technicien supérieur agricole. Aujourd'hui, elles sont beaucoup plus nombreuses. Donc il y a beaucoup plus de jeunes filles aujourd'hui dans les études agricoles qu'il y en avait il y a 30 ans quand j'ai fait mes études. Il y a beaucoup plus de jeunes femmes qui s'installent agricultrices aujourd'hui. Cette année, c'est 32% d'installations qui sont des femmes. Et comment l'expliquez-vous ? Parce que c'est un métier qui s'est simplifié par rapport à la pénibilité. Aujourd'hui, on a des machines, des équipements, des tracteurs, du matériel, des modes de production où la pénibilité s'est amoindrie. Alors c'est bien pour les hommes aussi, pour garder une meilleure santé plus longtemps, mais ça enlève de la pénibilité pour certaines tâches où la force physique nous manquait un petit peu plus. Donc aujourd'hui, nous avons des solutions techniques pour pallier cela. Et le fait d'avoir plus de jeunes femmes, et ma fille Pauline a fait un diplôme d'ingénieur agronome, et dans sa classe, il y avait 60% de filles, 65% même de jeunes filles. Donc il y a une féminisation qui est quelque chose de positif. Maintenant, il faut qu'on arrive à les attirer dans nos organisations parce qu'elles s'engagent trop peu. Mais déjà, le fait qu'il y ait plus de jeunes filles et de jeunes femmes qui viennent à l'agriculture, c'est aussi un métier qui va être moins masculin, donc mieux perçu, je pense. Et les métiers unisexes, comme par exemple les infirmières ou les dockers, sont différemment perçus. Quand on a un métier qui a plus de mixité, il y a plus d'accessibilité ou de compréhension de l'extérieur. Et franchement, il faut oser. Mon atout, ça a été d'avoir une formation agricole et donc de pouvoir discuter d'égal à égal avec les agriculteurs, de me former aussi régulièrement, de pratiquer moi-même l'agriculture, c'est-à-dire conduire un tracteur, déplacer les animaux, savoir intervenir sur les animaux, etc. J'ai même appris à souder chez mon maître de stage, donc ça c'est génial. J'avais un peu un côté garçon manqué et ça m'a toujours plu. Mais beaucoup de femmes sont comme ça. Moi, je vois des profils d'agricultrices absolument fabuleux et qui gagnent à être connues. Ah, superbe. Superbe. Christiane Lambert, ma réflexion suivante est celle sur l'écologie. La Terre est menacée et pour ce faire, j'aurais voulu citer le grand philosophe Edgar Morin. Et je vous demanderai simplement de réagir sur cette citation et de proposer, en tout cas de nous offrir votre réflexion. Je le cite. « Aujourd'hui, c'est la Terre qui est menacée. Ce n'est pas seulement le monde animal et végétal, c'est nous-mêmes avec les pollutions, l'agriculture industrialisée. Nous avons 1000 menaces avec des conflits
les réformateurs sur soi-même. Il y a des causes absolument magnifiques et absolument terribles. Par exemple, la guerre, la défense de la terre, la défense de l'humanité, c'est-à-dire la défense de l'humanisme, est une priorité. Je pense que nous avons besoin de nous mobiliser pour cette cause, cette plus noble cause, qui est la défense de la terre. Christiane Lambert, comment réagissez-vous à cette citation, à cette réflexion ? Et parlez-nous, qu'est-ce que la terre pour vous ? La terre, avec un grand T, oui. Ce sont les racines. C'est à la fois l'enracinement dans une région. Je suis née dans le Cantal, c'est mon attachement personnel qui est là. Je suis dans le Maine-et-Loire aujourd'hui, c'est l'endroit où je vis, où je travaille. La terre, c'est à la fois notre enracinement, notre outil de travail, mais chacun connaît la formule. On n'hérite pas de la terre, on la bonifie et on la transmet à ses enfants. J'ai aussi des références chrétiennes, dominer la terre, faites-la produire, etc., qui sont aussi l'appel à la responsabilité. C'est aussi Laudato Si, qui dit l'homme est responsable d'un certain nombre de dégradations, mais la solution c'est l'homme. L'homme et la science, c'est les solutions. Donc il n'y a pas de planète B, il faudrait des solutions aujourd'hui. Tous les secteurs sont appelés à agir. Il y a 20 ans, personne ne parlait de tri des déchets. Personne ne parlait d'économie verte. Aujourd'hui, ça touche tous les secteurs, dont l'agriculture. L'agriculture a un défi plus complexe parce qu'il faut agir avec le climat qui est capricieux. Il faut réussir à produire l'alimentation pour le plus grand nombre et une population en croissance, tout en ayant des modes de production plus durables que par le passé. Parce qu'à l'époque où l'écologie n'était pas une préoccupation, quand j'ai fait mes études il y a 30 ans, on parlait assez peu d'écologie. Oui. Aujourd'hui, on en parle beaucoup et on l'intègre. Et on a les solutions. Et ce qui nous fait moins peur aujourd'hui pour la protection de la terre, c'est que la prise de conscience est globale et les innovations, la recherche, la science et son déploiement nous permettent d'avoir des solutions. Quand on est capable aujourd'hui de mesurer la richesse de la terre, le potentiel de production et donc d'apporter la dose d'engrais, juste ce qu'il faut mais pas trop pour que la plante puisse pousser correctement, on évite l'approche générale où on dépendait de la même façon partout. Quand on est capable de mesurer avec ce qu'on appelle des sondes capacitives, le degré d'humidité dans le sol et qu'on apporte juste la quantité d'eau qu'il faut, on est capable de réduire de 30% l'usage d'eau par rapport à il y a 20 ans. Quand on est capable d'avoir aujourd'hui des semences de blé qui, grâce à la recherche variétale, ont un potentiel productif plus important parce que le décryptage du génome a permis de bien le connaître, on est capable d'avoir plus de rendement avec moins d'engrais. Donc, moi, je crois à la science. Je crois beaucoup aux apports de la science, et c'est pour ça qu'on a aussi un rôle de développement dans nos syndicats agricoles, pour que les agriculteurs n'aient pas peur de ces nouveaux défis, et qu'on les aide à trouver des solutions. Après, il faut y avoir une approche pragmatique plutôt que dogmatique. On sait que sur le sujet de la protection de la terre et de l'écologie, il y a des approches différentes, il y a une certaine radicalité qui s'exprime aujourd'hui par différents mouvements, souvent de la part de jeunes d'ailleurs, qui sont très vifs dans leur façon d'exprimer. Défiler, c'est une chose, se coller sur la route ou se coller sur un tableau ou même détruire un certain nombre de choses, c'est pas la meilleure façon, ou même déserter. Il faut s'engager pour agir. Déjà, quand on met les mains dans le cambouis, on se rend compte que c'est parfois plus compliqué que d'en parler. Et ça apprend aussi la renégation. Et nous, agriculteurs, nous sommes vraiment au travail pour faire ces changements depuis pas mal de temps. Et à la FNSE, on a écrit un rapport en 2019. Vous voyez, ça fait déjà 4 ans pour dire qu'on voulait faire du défi climatique une opportunité pour l'agriculture. Parce que qui est capable de capter du carbone aujourd'hui ? Pas la moquette qui est ici, pas la rue de la Baume devant notre bâtiment. Méchants, mais près, oui, sont capables de capter du carbone. Où est la biodiversité ? Dans nos haies, dans nos prés. Ce sont les agriculteurs aussi, que ce sont des acteurs de solutions pour la planète. Les biocarburants dont on parle beaucoup aujourd'hui comme alternative aux énergies fossiles, ça vient de l'agriculture. Les biomatériaux, ça vient de l'agriculture. Donc finalement aujourd'hui, avec l'enjeu de la souveraineté alimentaire, l'enjeu de la souveraineté énergétique, on se rend compte que l'agriculture qui a longtemps été décriée est finalement une agriculture plébiscitée pour toutes ces solutions. C'est ça qui est intéressant. Alors ça ouvre des perspectives importantes pour les jeunes qui ont envie de venir, des perspectives de marché, des perspectives de métier de sens et de réalisation. Alors vous me permettez de faire la transition, merci Christiane Lambert, parce que vous parlez des biocarburants, etc. Quel regard avez-vous actuellement sur l'agriculture biologique qui, à mon sens, prend de plus en plus d'ampleur, et comment l'expliquez-vous ? L'agriculture biologique bénéficie d'un cahier des charges connu, identifié, incontestable, et qui
la classe dans les agricultures respectueuses de l'environnement. L'agriculture biologique est très technique, c'est très complexe d'être en agriculture biologique parce qu'on fait le choix de ne pas avoir recours à tous les produits phytosanitaires, on n'utilise que les produits phyto naturels, pas les produits phyto de synthèse. Oui. Elle nécessite donc plus de moyens, de main-d'œuvre, plus d'intervention, de tracteurs, du désherbage mécanique, etc. Et elle nécessite aussi, puisque c'est une promesse et un coût plus élevé, que les consommateurs suivent et soient au rendez-vous. Et la difficulté de mes collègues en agriculture biologique aujourd'hui, en 2023, c'est que les citoyens plébiscitent l'agriculture biologique, mais ne sont pas au rendez-vous de l'achat. Et on assiste en ce moment, on avait une réunion encore ce matin qui le montrait, à une baisse de la consommation des produits biologiques, qui fait que certains agriculteurs qui avaient fait le changement de système et la conversion vers l'agriculture biologique sont en train de renoncer faute de débouchés. Parce que c'est là où la notion de métier que vous évoquiez à juste titre revient. La passion ne suffit pas, l'idéal ne suffit pas. Il faut quand même que le métier trouve un débouché et une rémunération. Donc moi, j'interpelle les consommateurs. Ils sont très exigeants sur l'utilisation des produits phytosanitaires, la protection de la terre, le bien-être animal. C'est légitime, mais il faut être fidèle jusqu'au bout. Ils ne peuvent pas passer la commande et ne pas honorer le contrat. Donc il faut que les consommateurs mesurent que toutes les demandes qu'ils font aux agriculteurs méritent fidélité dans l'acte d'achat. Ce n'est pas ce qui se passe en ce moment. Donc l'agriculture biologique pourra se développer, d'autant plus que les consommateurs resteront fidèles. Un, que les agriculteurs biologiques seront accompagnés parce que c'est technique, c'est complexe. Et deux, que les ventes restent au rendez-vous. Et puis que les distributeurs ne soient pas aussi gourmands sur les marges des produits biologiques, parce que certaines associations de consommateurs avaient montré qu'ils margeaient 2 fois plus que sur les produits classiques. C'est ce que j'allais vous poser comme question. Comment expliquez-vous que les produits issus de l'agriculture biologique soient beaucoup plus élevés? Alors, ils sont plus chers parce que, comme il y a plus de travail et moins de rendement, étant donné qu'il y a certains intrants que les agriculteurs biologiques n'utilisent pas, c'est normal que les produits soient plus chers. Donc ça veut dire aussi qu'il faut jusque-là la fidélité des consommateurs. Et les consommateurs aujourd'hui, alors, parce qu'on a aussi une situation extrêmement particulière avec l'inflation qui revient à cause de la guerre en Ukraine et d'un certain nombre de conflits et du climat aussi, si on veut faire les transitions écologiques, il faut accepter que ça coûte plus cher. Si on veut aussi, par exemple, faire la transition écologique par rapport à nos vêtements, avoir un peu moins de plastique, un peu moins d'importation, il faut accepter d'acheter des produits plus chers, qui durent plus longtemps, mais qu'on soit moins dans une consommation de masse et une course à la consommation permanente, mais qu'on soit dans des achats durables. S'il y a une consommation durable, il y aura une production durable. Et ce qui se développe aujourd'hui, ce sont des voies intermédiaires d'agriculture durable qui font déjà des progrès, qui s'engagent avec des certifications officielles. Ça s'appelle les démarches de haute valeur environnementale, où les agriculteurs respectent un cahier des charges avec des engagements de résultats, vérifiés par des organismes certificateurs, donc c'est du sérieux, c'est aussi validé par l'État. Et c'est un compromis intelligent, mais plus accessible en termes de prix. Il y a aussi des produits sans résidus de pesticides, voire sans utilisation de pesticides. Bref, il y a plein de réponses à apporter aujourd'hui pour aller dans le sens d'une meilleure prise en compte de l'environnement, sans aller forcément jusqu'à l'agriculture biologique. C'est super, vous êtes une amoureuse de la terre, c'est très, enfin, je suis très heureux de vous écouter, je vous écouterai pendant longtemps. Malheureusement, l'interview va s'achever. Christiane Lambert, 2 questions en une. Vous avez donc des responsabilités nationales et vous avez des responsabilités européennes. Quel regard avez-vous sur l'agriculture française et l'agriculture au niveau de l'Europe? Et ma seconde question, quel message d'espérance pouvez-vous apporter à tous les étudiants et particulièrement celles et ceux qui voudraient se lancer dans l'agriculture? Quel message d'espérance pouvez-vous leur apporter aujourd'hui? Présidente européenne aujourd'hui, donc des 27 pays européens, je vois que l'agriculture française est une pépite. Nous avons une agriculture extrêmement diversifiée, mais une agriculture de savoir, une agriculture aussi d'exploitation familiale, à capitaux personnels. Ce n'est pas des grandes industries qui dominent comme ça peut être le cas ailleurs. Il y a place pour l'accueil de jeunes agriculteurs et de nouveaux venus. Nous avons une agriculture de qualité garantie par l'État, par des démarches qui peuvent rassurer les consommateurs. Et nous avons aussi une agriculture où les valeurs de coopération et de mutualisme sont très fortes. Nous avons des banques mutualistes, nous avons des assureurs mutualistes, nous avons des coopératives. C'est-à-dire que le collectif
Nous avons des syndicats agricoles organisés, puissants, qui parlent, qui ont des réseaux partout. Et donc une écoute des agriculteurs, une mutualité sociale agricole aussi à l'écoute, ça c'est une vraie chance. Ça n'existe pas partout dans les autres pays. Ça repose sur des agriculteurs et des agricultrices engagés, comme je le suis. Et c'est aussi cette responsabilité des acteurs du secteur qui fait la richesse humaine de notre secteur. C'est la raison pour laquelle, vis-à-vis des jeunes, n'ayez pas peur, engagez-vous. Il y a place pour vous, à la fois dans le métier d'agriculteur, mais aussi pour prendre et assumer ses responsabilités. Le panorama de l'agriculture d'aujourd'hui, la photo de l'agriculture d'aujourd'hui, c'est le fruit de 60 ans de développement et d'engagement. Donc il faut aussi des personnes qui acceptent de donner de leur temps, de leurs compétences, de leur enthousiasme au service du collectif et des organisations syndicales, coopératives, mutualistes, pour qu'elles perdurent dans ce format-là. Donc vraiment pour les jeunes, continuez à fréquenter les écoles d'agriculture. Nous avons plus de 100 métiers aussi, des métiers d'insertion aussi. On peut commencer au bas de l'échelle, être cueilleur de fraises, de raisins dans un verger, puis devenir chef de culture, chef d'équipe, voire être l'apprenti et reprendre dans l'entreprise ensuite. Plein de métiers, vétérinaire, conseiller agricole. Enfin voilà, il y a une richesse de métiers où chacun peut trouver tout à fait sa place. Christiane Lambert, un très grand merci. Merci à vous. Merci pour votre humanité, merci pour cet amour de la terre que vous avez. Et permettez-moi de terminer par une citation d'Alphonse Karr qui, à mon sens, vous caractérise beaucoup, en tout cas donne sens à votre travail. Il faut rendre à l'agriculture sa place et son rang. Et je crois que c'est ce que vous faites en tant que leader syndical européen. Les agriculteurs apprécieront beaucoup cette formule. Merci à vous. Merci infiniment. Les amis, merci de nous avoir suivis. Je vous souhaite une agréable semaine et je vous retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. À très bientôt. Ciao. Merci.